Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Rollistes, on vous souhaite un très joyeux Noël, des très belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pathfinder, la seconde édition. Pourquoi est-ce que j'en parle? Tout simplement parce qu'il y a eu un gros pari entre Zachem et Tigurius. Zachem avait parié que si on arrivait aux 1000 avant la fin de l'année, il allait offrir un gros cadeau, et le gros cadeau qu'il offre, c'est Kingmaker, la grosse campagne pour Pathfinder qui vous mène du niveau 1 au niveau 20. Une campagne qui fait quasiment 800 pages, peut-être même plus. Et ce qu'il vous offre, c'est pas que la campagne, hein, c'est l'écran de gestion de royaume, le guide des compagnons, le bestiaire de la 5ème édition. Il y en a beaucoup. Donc aujourd'hui, on va parler de Pathfinder, comme ça je vous présente un petit peu la gamme. Et puis après, on reparlera du concours. Pour le concours, c'est très simple. Il y a tout ça à gagner. Pour le gagner, pour avoir une chance de le gagner, vous vous abonnez à la chaîne et en commentaire vous mettez merci Papa Zachem. Et puis tirage au sort lors de l'émission en live le 7 janvier. Et puis l'heureux élu repartira avec son colis de 350 kilos. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que Zachem, lui, c'est un fan de Donjons et Dragons. Et donc il offre Pathfinder Kingmaker parce qu'il y a le bestiaire de la 5ème édition, pour pouvoir jouer avec la 5ème édition si on en a envie. Mais ça reste une campagne Pathfinder. Moi ça m'ennuierait un peu qu'on joue à Strad par exemple sur Pathfinder. Mais bon, du coup je me suis dit, moi, le livre du MJ et le livre de joueur, j'en ai 2 exemplaires. J'ai la version normale et j'ai la version crayonnée. La version crayonnée, c'est la mienne, je la garde, c'est que j'aime trop. Par contre, la version normale, du coup, je me suis dit, peut-être que je la remettrai dans le colis. Alors, on va faire un truc qui est simple. Si vous voulez gagner Pathfinder Kingmaker, vous tapez Merci Papa Zachem. Et si vous voulez que je rajoute dans le colis le livre de base du MJ et le livre du joueur, tout simplement, vous bourrez la barre de pouces bleus, et puis si on a 100 bleus d'ici l'émission, si on a 100 likes d'ici l'émission sur les pouces bleus, et bien tout simplement, dans le colis de Zachem, moi je mets ça, comme ça sera pas joué en version Donjon Dragon. Ah. Allez, on feuillette un petit peu la gamme Pathfinder et après on parlera un petit peu de la campagne en fin de vidéo. Alors commençons la gamme par Pathfinder, le livre de joueurs. Donc Pathfinder seconde édition, c'est une version qui est sortie il y a quelques années et qui permettait de remettre un petit peu au goût du jour Pathfinder qui était à la base plutôt basé sur l'édition 3.5 de Donjon Dragon, qui commençait à avoir pas mal vieilli, et qui prend un petit peu les éléments de la 5ème, un petit peu les éléments de la 4ème édition, un petit peu des éléments de Pathfinder et la 3ème édition de Donjon Dragon, et qui mélange un petit peu tout ça. Donc le livre du joueur, il commence par évidemment qu'est-ce que le jeu de rôle, définir le personnage, une histoire ensemble, comment on joue une partie, les recomptes, les intermèdes, l'exploration. Donc là il parle un petit peu des différents modes de jeu qu'il y a évidemment. Les mots-clés qu'on va croiser, alors c'est un petit peu, quand on se lance dans Pathfinder, avec le premier abord, il n'est pas forcément le plus smooth possible. Donc là il nous explique un petit peu tous les mots-clés qu'on va pouvoir croiser, donc qu'est-ce que c'est qu'une action, une ascendance, une attaque, un bonus-malus, tout ça. Le but de tout ça, en fait, c'est de l'avoir sous la main, ce petit tableau, si jamais on est débutant et que par la suite on nous sort des termes qu'on a du mal à comprendre. Mais les habitués de jeu de rôle vont quand même très vite comprendre de quoi il s'agit. Une classe d'armure, une classe, un bonus-malus, une initiative, les jets de sauvegarde, etc. Au final, on s'y retrouve assez rapidement. Après, évidemment, le petit exemple de partie, avec des personnages qui vont jouer, histoire de montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est sur du très classique. Ensuite, on nous présente un petit peu le livre, comment il va fonctionner, et les règles très rapidement, et notamment le système d'action. Donc action, quand il y a une seule flèche, c'est une action qui est unique, c'est une action qui coûte un point d'action. Quand il y en a 2, c'est qu'il nous faut 2 points d'action pour l'activer. Quand il y en a 3, il nous faut 3 points d'action pour l'activer. La petite flèche comme ça, c'est une réaction, et l'action vide, c'est une action gratuite. Il faut savoir que dans Pathfinder, nous avons 3 actions par tour qui peuvent être définies comme on veut. On peut faire un déplacement, 2 attaques, ou une attaque, un déplacement, une attaque, ou 3 déplacements, ou 3 attaques, ou voilà, on fait ce qu'on veut avec, ou 2 sorts, ou un sort, voilà, peu importe. On fait absolument ce qu'on veut avec nos actions, ce qui rend un combat plus dynamique et beaucoup moins figé, notamment sur les mises à terre et les choses comme ça qui sont beaucoup plus intéressantes, puisque lorsqu'on met un adversaire à terre, par exemple, on profite directement sur notre tour de pouvoir attaquer derrière, ce qui est intéressant. Évidemment, si on fait plusieurs attaques, il y aura un malus, et il y a des dons ou des spécialités qui permettent de contrer un petit peu ça. On nous parle ensuite des attributs, donc force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme. Tous ceux qui ont joué à un jeu de rôle sur les 10 dernières années connaissent un petit peu ce que c'est que ce principe. Arrive ensuite toutes les ascendances. Donc on a l'elfe, le gnome, le gobelin, l'alphelin, l'humain, le litchi, le nain, l'orc, le changelin, le néphilim et l'ascendance mixte, quand on veut pouvoir faire des demi, parce qu'il y a par exemple, on n'a pas de demi-elfe. Un demi-elfe, ça va être une ascendance mixte entre l'humain et l'elfe qu'on va construire soi-même. Tous les demi-elfes ne se ressemblent pas, ils n'ont pas pris des mêmes parties les deux automatiquement, et ensuite les différentes classes qu'on a sur ce livre de base. Donc elles sont au nombre de 8, le barde, le druide, le guerrier, le magicien, le prêtre, le rôdeur, le roublard et le sorcier. Et évidemment, dans les différentes extensions, il y aura bien plus de classes que ça. On nous présente ensuite la fiche de personnage.
très très old school avec tout son pavé de compétences, la classe d'armure, tous les différents bonus qu'on va avoir, les jets de sauvegarde, nos bonus de force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse, charisme. On va voir un petit peu les différences entre l'ancienne version de Pathfinder et cette version-là. Évidemment, les édits, les anathèmes de chaque classe, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire par rapport à notre classe, etc., etc. Et ensuite, on nous parle de la montée en niveau. Il faut savoir que dans Pathfinder, on est sur une montée en niveau qui est extrêmement différente de celle de Donjons et Dragons. On est sur une montée en niveau qui va être très très linéaire. Là où dans Donjons et Dragons, on a des paliers très très forts, niveau 6 généralement, niveau 10, niveau 11, je sais plus. Là dans Pathfinder, ça va monter de manière très linéaire, ce qui fait que arriver niveau 10, croiser quelqu'un de niveau 2... on s'en moque. Clairement, le gobelin de niveau 2 qui nous a fait du mal au début de l'aventure, on le recroise, on lui met une patate, il est mort, il n'existe plus. Ça veut dire que on va monter de manière très violente, très puissante dans Pathfinder, puisque notre niveau s'ajoute comme bonus à absolument toutes nos actions, et à notre classe d'armure. Ce qui fait qu'au niveau 20, on a de plus 20 en classe d'armure, par exemple, déjà. Ça commence déjà à être violent. Ensuite, on arrive sur Golarion, donc l'univers de Pathfinder, le monde de Pathfinder, notamment une partie du monde. Golarion et la mer intérieure, avec notamment Absalom qui est juste là. Les étendues Mangui qui sont juste là, je vous parle de cela puisque c'est les bouquins qu'on verra juste après. Et nous avons un petit descriptif de ce qui se passe à chaque endroit, etc. Les religions avec les différents dieux, notamment Kaiden Kaelian, qui est le dieu de l'ivresse et du plaisir. Donc les différents dieux avec leurs différentes disciplines, etc. On est sur quelque chose de succinct, puisqu'on est sur un livre du joueur, on n'est pas sur un livre du maître de jeu. Si le joueur a besoin de plus d'explications, il demandera au maître de jeu, tout simplement. Ensuite, on va arriver dans le cœur du sujet, les ascendances et les historiques. Alors, dans Pathfinder, on va commencer par choisir son ascendant. Son ascendant va nous donner un nombre de points de vie, déjà, une vitesse de base, des primes d'attributs. Alors, dans Pathfinder, on va aller sur la fiche de personnage. Hop là. Dans Pathfinder, on n'a plus le 18 en force, 12 en dextérité, 4 en constitution, 10 en constitution, 8 en intelligence, etc. Non, on a directement des primes d'attributs. Avant, on avait, par exemple, dans Donjons et Dragons et dans Pathfinder 3.5, à 10, on a un bonus de plus 0, à 12, on a un bonus de plus 1, à 14, on a un bonus de plus 2. Dans Pathfinder, on a viré la surcouche 10, 12, 14, ça sert à rien en fait, donc on part directement sur des primes. Par exemple, si on prend un elfe, on aura une prime en dextérité, une prime d'intelligence et une prime libre. Ça veut dire qu'on se met plus en dextérité, plus en intelligence et plus 1 où on veut. Voilà, tout simplement. On a enlevé la surcouche, ça revient à un plus 2 en dextérité par exemple, cette prime de dextérité. Mais vu qu'on a enlevé la surcouche, du coup on garde que les primes, c'est plus simple, c'est plus lisible, et en fait ça n'avait plus aucun intérêt en fait d'avoir 18 en force. On savait juste qu'on avait plus 4 en fait, donc on a gardé que le plus 4, tout simplement. Notre ascendance nous amène donc des points de vie, du mouvement, des primes d'attributs, donc par exemple pour l'elfe, dextérité, intelligence et une libre qu'on choisit, des pénalités d'attributs, donc on a un -1 en constitution, et des langues. Des traits, les elfes et humanoïdes, les traits sont extrêmement importants dans Pathfinder, et un pouvoir s'il y en a, etc. Et puis surtout, ils vont nous apporter des dons ancestraux, donc des dons qui vont être liés à notre ascendance, tout simplement, au niveau 5, 9, 13 et 17. Voilà, donc on aura 4 dons dans la partie qui seront liés à notre ascendance, qu'on a la liste des dons ancestraux de notre personnage. Il faut pas voir ça comme il y a toute une tripotée de dons, etc. Il n'y en a pas tant que ça. On voit jusqu'au niveau 1, les elfes, ils vont avoir le choix entre différentes petites compétences. C'est pas des choses qui vont avoir un impact énorme sur votre personnage, c'est quelque chose qui va lui donner un petit truc en plus, quoi. Est-ce que votre elfe va avoir une volonté plus importante? Est-ce qu'il va avoir des connaissances sur les elfes? Est-ce qu'il va être quelqu'un de délaissé? Est-ce qu'il va être plutôt bien entraîné, rapide, qui augmente sa vitesse? Est-ce qu'il va être plus vieux, par exemple? Comme ça, il aura des maîtrises en plus, etc. C'est juste ça, en fait. C'est juste pour améliorer quelque chose. Et puis quand on va passer niveau 5, pareil, il va débloquer d'autres dons. Donc on peut, évidemment, c'est Pathfinder, si on veut prendre un fichier Excel et faire du maxi-maxage, c'est totalement possible. On peut faire des classes pétées, c'est un peu une partie du jeu et ils ne la renieront pas. Mais dans Pathfinder 2, la progression a été faite de telle sorte que un joueur lambda, quand il a envie de créer son personnage, il se dit dans sa tête quel archétype il veut faire. Et ensuite, il se dit, par exemple, moi je veux jouer un elfe voleur, et ben il prend son elfe, il choisit un don qui lui colle bien, qu'il aime bien, par exemple il veut que ce soit un elfe assez rapide, par exemple, et puis il l'avancera au fur et à mesure sans avoir forcément à piocher, à aller voir qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a avant, etc. Les dons coulent de source, il y en a moins, mais il y en a plus de sources différentes. Il y a donc des dons ancestraux, donc qui vont être liés à votre ascendance. Il y a des dons communs qu'on va choisir tous les 2 niveaux, qui sont dans une liste de dons par rapport aux attributs qu'on a. Donc c'est pareil, la liste elle est
large pour l'ensemble des personnages, mais en fait pour votre personnage à vous, elle va pas être si énorme que ça. Et il y a les dons évidemment d'archétypes, de classes, tout simplement. Après on avance sur les gobelins notamment, si on veut jouer un petit gobelin, qui est petite partie qui plaira à Zachem, hein, le bruit du gobelin. Les alphelins, qui sont en dextérité sagesse libre, évidemment, qui ont 6 points de vie de base. Donc dans Pathfinder, on commence pas uniquement avec les points de vie de notre classe, on commence aussi avec les points de vie de notre ascendance. C'est-à-dire qu'au niveau 1, on n'a pas genre 4 points de vie pour un mage, on va en avoir peut-être une dizaine, ce qui aide quand même à la survivabilité dans les premiers niveaux. L'humain, évidemment, avec les dons des humains, la même chose pour le litchi. Et ensuite, les nains. Et je crois qu'on a fait le tour des ascendants. Non, il reste les orques derrière. Les orques. Ici, on a une espèce de table des matières qui évolue en permanence, qui nous montre où est-ce qu'on en est. On est au chapitre 2, ascendance et historique. On est dans la partie 2, ascendance, et on en est à la linéa, je sais pas comment on peut appeler ça, dernière linéa, les orques. Et après, on va passer à héritage. Et du coup, on s'y retrouve très facilement avec ça. Et donc, on arrive aux héritages. C'est un peu les ascendances un petit peu à part. Donc, si on veut les jouer, c'est un peu plus compliqué. Il faut être d'accord avec le maître du jeu. Ils ont leurs dons à eux. C'est des archétypes un peu compliqués à intégrer dans une campagne parfois. On a par exemple le changelin, le néphilim. Et on a après les ascendances mixtes qui vont nous permettre donc de croiser nos différentes ascendances sans que ce soit quelque chose de trop figé. Il faut dire que le maître mot dans Pathfinder 2 a été la personnalisation à l'extrême d'absolument tout ce qu'on veut. Ensuite, on va choisir un historique, donc en gros un métier, on va dire, qui va nous donner lui aussi des primes, qui va nous donner aussi des compétences. Par exemple, si on est un battleur, on était peut-être comédien, danseur, musicien, escamoteur ou autre, on choisit 2 primes d'attribut. L'un doit être alloué à la dextérité ou au charisme, et l'autre libre. Donc on aura un plus 1 en dextérité ou en charisme, et un plus 1 libre qu'on met où on veut. Et donc on a pas mal de petits historiques, ce qui est plutôt cool. Ensuite, on arrive sur les langues, évidemment, et on va arriver sur les classes. Alors les classes, on est un petit peu déçu quand on ouvre le livre de base, puisque on n'en a pas tant que ça. Il nous manque le moine, il en manque quand même quelques-uns qui sont assez emblématiques. Le barbare, par exemple, n'y est toujours pas. On a le barde, le prêtre, le druide, le rôdeur, le guerrier, le roublard, le magicien, le sorcier. Bon, il en manque quelques-unes qui arriveront après, qui sont trouvables sur Internet, si vous voulez, sur le SRD même, de Pathfinder. Mais en tout cas, dans le livre de base, elles n'y sont pas. Donc, que va nous apporter notre classe? Il va nous apporter évidemment, et il y a toujours un petit résumé ici, ce qui est très très intéressant, nos maîtrises initiales. Donc, c'est-à-dire que les maîtrises dans Pathfinder, retour sur la fiche de personnage. Hop, les maîtrises dans Pathfinder, elles sont sur plusieurs niveaux. Qualifié, expert, maître ou légendaire. Vous voyez les petites coches qui sont sur le côté là en fait. On a notre score en compétences, et après elles sont qualifiées, expert, maître ou légendaire. Et ça va nous donner un bonus évidemment quand on va les lancer. Et donc on voit par exemple que le barde au niveau 1, on gagne les rangs de maîtrise indiqués par les statistiques suivants. On est inexpérimenté pour tout ce qui ne figure pas ci-dessous, avant d'obtenir un rang de maîtrise supérieur d'une autre matière, tout simplement. La perception, on est expert en perception. Jet de sauvegarde, on est qualifié en vigueur, en réflexe et en volonté. Les compétences, on est qualifié en occultisme, en représentation. En fait, on a juste à suivre. C'est tout simple. On a juste à suivre et la création de personnage se fait toute seule. C'est très très simple. On est qualifié en arme simple, en arme de guerre, en attaque à main nue. On est qualifié en armure légère, en défense sans armure. On est qualifié en modificateur d'attaque de sort, évidemment, et en DD des sorts. Hop. Ensuite, on a la progression du barde. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va gagner des niveaux? C'est un peu repris sur Donjon Dragon, on va être très clair. Ascendance et historique, prime d'attribut, etc. Donc on va gagner une prime d'attribut au niveau 1, incantation de barde, compétence initiale, donc tout ça c'est ce qu'on va débloquer lors de la création. Au niveau 2, on aura un don de barde et un don de compétence. Au niveau 3, des sorts de rang 2, un don de général, des réflexes renforcés, un sort emblématique, une amélioration de compétences, etc. Et puis après on suit, c'est très simple, c'est très classique, il n'y a pas à se prendre la tête, on a les mêmes tableaux de sorts par rapport aux emplacements de sorts qu'on a dans Donjons et Dragons ou dans Pathfinder 1. Très très simple, et ensuite les dons qu'on va pouvoir débloquer. Hop, donc les dons du barde, au niveau 1, on aura le choix entre ceux-là. Au niveau 2, on aura le choix avec ceux-là, etc., etc. Au niveau 4, au niveau 6, puisque c'est tous les deux niveaux, au niveau 8, au niveau 10, et on le personnalise au fur et à mesure comme ça. On a pareil pour toutes les classes, donc le druide, évidemment. On va pas revenir dessus, hein, je vais passer assez succinctement sur les classes. On les connaît, ce sont des archétypes qui sont alors parfois différents. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous mettent des petits exemples, par exemple, sur le druide.
On a les différents machins, les différentes améliorations, et on a l'exemple de druide, un druide indompté, qui prend la forme de créature. On a l'exemple du druide des tempêtes, plutôt, qui va gérer, qui va être axé sur les compétences élémentales. Le druide de la feuille, qui est plutôt un tank a priori. Et idem pour toutes les autres classes, hein. Le guerrier harceleur, par exemple, le dueliste, l'archer, idem pour le magicien. Rien d'extraordinaire, que du classique, mais quelque chose d'efficace qui fonctionne très bien et qui surtout qui pousse la personnalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que comme notre niveau est extrêmement important dans les bonus qu'on a sur les caractéristiques, sur les compétences et sur les jets de sauvegarde, eh bien en fait on va être amené au fur et à mesure à prendre des choses un peu moins optimales, qui vont être un peu plus RP, un peu plus roleplay. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui réussit très très bien Pathfinder 2 et qui fonctionne très très bien. On va aller directement à la partie d'après, qui est la partie sur les compagnons. Les compagnons animaux, hein, donc avec toutes les statistiques dont on peut avoir besoin. Androméosaure, c'est quand même assez classe quand même comme compagnon animal. Le sanglier, les familiers évidemment. Ensuite nous avons les compétences, les différentes compétences, comment elles fonctionnent par rapport au rang de compétences. Je vais pas rentrer dans le détail des règles, c'est pas le but, mais en gros, le difficulté de la tâche, inexpérimenté le DD est simple, qualifié le DD est de 15, expert le DD est de 20, maître le DD est de 30, et légendaire le DD est de 40. Le DD, si vous savez pas ce que c'est le degré de difficulté. Et ensuite nous avons tout ce qu'il est possible de faire avec nos compétences si on est qualifié, si on est expert, si on est légendaire. On n'a pas le droit aux mêmes choses, on n'a pas accès aux mêmes choses. Quelqu'un qui a par exemple acrobatie au niveau légendaire, il va être capable de prendre appui sur les parois d'une cascade pour pouvoir grimper, alors que quelqu'un qui est qualifié, il va réussir à escalader un mur avec des briques qui dépassent, quoi. On est là-dessus. Ensuite, le niveau des connaissances, la diplomatie, comment ça marche, faire bonne impression, recueil d'informations, solliciter, qui est une action, et après on a toujours les mots-clés en dessous, audible, concentration, linguistique, mentale. Si jamais on en a besoin, ils sont là, on sait ce que c'est. On va avancer sur donc là, descriptif de toutes les compétences et ce qu'il est possible de faire avec, évidemment, intimidation, larcin, nature, etc., etc. Avançons un petit peu, là on est sur tous les dons, un récapitulatif de tous les dons généraux. Comme ça, quand vous avancez dans votre niveau, vous choisissez celui qui vous va le plus. On a un récap ici. Ça paraît énormément conséquent comme ça, mais en fait, il y a un truc qui est assez simple. Si on veut faire quelqu'un qui est plutôt athlétique, on va prendre les dons athlétiques par exemple, les dons qui sont liés à l'intimidation, les dons qui sont liés aux connaissances, à la diplomatie, etc. Et en fait, le niveau de dons se restreint. C'est pas la peine de tout lire, on lit seulement ceux de l'archétype qu'on a en base. Clairement, Pathfinder, c'est soit un jeu où vous êtes un mini-maxeur, et là, vous allez tout lire dans les détails, etc. Et pour le coup, il y a de la masse, il y a ce qu'il faut. Si jamais vous avez plutôt un archétype de personnage en tête, et c'est comme ça que moi je joue le jeu de rôle, j'ai mon personnage, je voudrais qu'il aille dans cette direction, qui ressemble à peu près à ça, qu'il soit comme ça, et après on le façonne au fur et à mesure. Ça fonctionne très très bien, et en fait à chaque niveau on se retrouve pas avec une liste de 50 dons comme c'était le cas avant, on se retrouve avec 5-6 choix à faire suivant comment on l'oriente, et suivant comment on a commencé à l'orienter, ça va en débloquer d'autres au fur et à mesure, sans forcément avoir quelque chose de très 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 large, mais qui fonctionnera plutôt très très bien. Ensuite on a évidemment les équipements, avec quoi on part dans l'aventure, les différentes armures, les classes d'armure, etc., etc. Donc c'est du classique, hein, je vais pas m'attarder là-dessus, ça fonctionne très très bien. Les différentes armes de corps à corps. Le vrai avantage de Pathfinder, c'est que son système de combat fonctionne très très bien. Pour le coup, il est très dynamique. Son système de création de personnages et de montée de niveau paraît un petit peu lourd, alors qu'au final, il l'est pas. Ça fonctionne très bien. Quand on crée un personnage, c'est pas si long que ça. Et ça permet de le personnaliser vraiment. Et on arrive à vraiment avoir des personnages qui sont très très différents. On va prendre 3 guerriers. Les 3 guerriers seront des guerriers très différents, qui auront des compétences différentes. Là, on arrive à toute la liste de sorts, qui ont des compétences différentes, qui ont des fonctionnements différents et qui n'auront pas le même rôle. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Là où je trouve que dans Donjons Dragons, par exemple, on a, dès qu'on a choisi un peu sa spécialité, on est un peu bloqué dans un archétype et on n'en bouge pas trop. Dans Pathfinder, il y a quand même moyen de faire des choses qui sont très diversifiées. Ensuite, donc après tous les sorts et tous les dons, etc., on arrive sur comment jouer une partie, comment ça se passe, les tests de compétences, les déplacements, degré de difficulté des jets, etc. Donc on arrive sur les règles de base, et puis ça va être la fin de cet ouvrage sur les règles pour les joueurs, même si à la fin on a les différents modes de jeu. Évidemment, le mode de rencontre, le mode exploration,
et le mode intermède. Voilà, c'est les 3 modes de jeu de Pathfinder. En gros, rencontre, c'est quand on va être sur le terrain, donc dans un donjon, ou sur un combat, ou des choses comme ça. Enfin, sur un combat plutôt, ou dans un donjon sur des salles avec des pièges, peut-être des choses comme ça. Le mode exploration, ça va être soit sur une carte qu'on voyage, soit quand on est dans un donjon justement, soit quand on est dans une ville, des choses comme ça. Et évidemment, le mode intermède, c'est qu'est-ce qui va se passer dans ces grandes campagnes de Pathfinder où des fois il y a des moments où pendant 3, 4, 5 mois, c'est le cas de Kingmaker par exemple, où il se passe rien, simplement. Bah, que fait votre personnage? Où est-ce qu'il investit? Qu'est-ce qu'il apprend? Comment il vit? Est-ce qu'il se marie? Est-ce qu'il se... Voilà. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extrêmement importantes dans Pathfinder. On est sur quelque chose de beaucoup plus héroïque au sens premier du terme que Donjons & Dragons. On est sur quelque chose qui va monter très haut, très fort. Voilà, on n'est pas sur... Les campagnes de Donjons & Dragons sont vraiment des campagnes qui s'arrêtent niveau 10, 11. Quelques-unes vont au niveau 15. C'est rare une campagne de Donjons & Dragons qui va du 1 à 20. Pathfinder, là-bas, c'est les campagnes qui vont de 1 à 20, où on commence, on est un pécor, et on finit, on est un dieu. C'est le principe de Pathfinder, ça va là-dessus, ça plaira ou ça plaira pas, mais au moins ça a l'avantage de proposer autre chose que Donjons Dragons. Ça évite de se prendre en frontal avec Donjons Dragons. C'est pas la même approche du tout. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas les mêmes jeux, c'est pas la même approche. Ils sont pas en concurrence directe. Pour moi, j'aime beaucoup Donjons Dragons, j'aime beaucoup Pathfinder. Je préfère le système de combat de Pathfinder, je préfère l'univers de Donjons Dragons, mais sincèrement, c'est des jeux qui sont pas si en compétition que ça, je trouve. Ensuite, le glossaire. Donc, feuille de personnage, feuille old school. Hein. C'est 4 pages. Ouais, ça a le temps de me gonfler, ces feuilles-là, mais on a besoin de ça pour jouer à ce genre de jeu. Donc, y a pas de souci. Et après, les 2 pages en plus, c'est des pages de mage. Donc, on n'en a pas grand-chose à faire. Voilà, en tout cas, pour le livre des joueurs. On passe au livre du MJ. Alors, on va rapidement passer sur le livre du MJ, hein, parce qu'une fois qu'on a vu le livre de joueurs, il apporte évidemment des choses pour les MJ, mais on a vu un petit peu le fonctionnement, comment tout ça marchait. On va voir un peu ce qui nous permet de faire ce livre du MJ. Donc tout d'abord, on a des indications sur comment diriger une partie. Quand on est débutant, quand on a une aventure qui est déjà officielle, quand on a une aventure qu'on crée nous-mêmes. Et le postulat de base de Pathfinder, qu'est-ce qu'il va faire, comment on va faire, quels sont les liens qu'on va créer avec nos joueurs, quels sont les contrats qu'on va passer avec nos joueurs, évidemment. Ensuite, la session 0, comment on planifie une session, tout plein de petites astuces qui seront vraiment très utiles pour des MJ débutants, vraiment très utiles pour des MJ expérimentés, mais qui ne sont jamais lancés dans des campagnes, hein, parce qu'au bout d'un moment, une campagne, ça se maîtrise pas de la même manière que des one-shots, ou que des mini-campagnes. Je veux dire, les campagnes de Pathfinder, on est parti sur 1 an et demi, hein. Kingmaker, je veux dire, pour la jouer, il faut 1 an et demi, faut être très clair, avec des sessions très régulières. Et donc voilà, ils vous disent un peu comment ça marche, quoi, rythmer une session de jeu, comment on programme une session avec ses joueurs, comment on commence une session, on récapitule ce qui s'est passé, on détermine où se trouve le personnage, est-ce qu'il se reposé, etc. On rappelle aux joueurs qu'ils ont les points d'héroïsme, on remet tout à la base, quoi, on reprend tout à chaque fois. Et ils nous disent bien, et ils nous expliquent, on partage la responsabilité, comment on progresse s'il y a un problème, quoi, comment on progresse si ça marche pas, s'il y a un truc qui fonctionne pas. Donc tout ça, c'est des bonnes petites infos, pour le coup, qui peuvent avoir leur intérêt. C'est pas non plus un truc qui prend 50 pages dans le bouquin, c'est un truc qui prend une quinzaine de pages, même pas. Le hors-jeu, par exemple, comment on joue le hors-jeu, il y a beaucoup d'intermèdes, il y a beaucoup de moments hors scénario dans Pathfinder. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le joue? Est-ce qu'on le joue quand on est à table ensemble, ou est-ce qu'on le fait à distance, par message et autres, par vocaux? Et puis on se dit, qu'est-ce qui s'est passé pour mon personnage pendant ce temps-là? Et on avance comme ça. Et puis à la fin, quand on revient à table, il y a eu une ellipse. Et puis voilà où on en est. Gérer les règles, évidemment, c'est nous le patron, mais il y a quand même des règles, il faut quand même être équitable, etc. Résoudre les problèmes du groupe, le déséquilibre des puissances si jamais il y en a dans le groupe, la collaboration narrative, voilà, il y a beaucoup d'astuces, et le truc un peu sympa, après il nous parle de la Pathfinder Society, bon, ça parlera peut-être à certains, moi c'est pas mon cas, et après on revient sur les niveaux de rareté pour essayer d'équilibrer tout ça, comment on dirige les rencontres, l'initiative des ennemis cachés, donc voilà, ça va être beaucoup d'astuces de maître de jeu. On va pas s'étaler non plus 17 ans dessus, c'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant à lire, même quand on est habitué, on va choper des petites astuces, des petits trucs auxquels on n'avait pas forcément pensé, on a toujours à apprendre en termes de maître de jeu, comment on dirige l'exploration, on a beaucoup de choses, comment on dirige les intermèdes, justement, on en parlait, est-ce qu'on le fait à table, est-ce qu'on le fait en dehors, comment on le fait, quel temps on prend pour le faire, les différents événements qui peuvent arriver, acheter ou vendre des objets, réapprentissage, si un personnage a envie de changer un peu son archétype de guerrier ou de roublard ou de je ne sais quoi, il va pouvoir le réajuster, ajuster les degrés de difficulté par rapport au groupe qu'on a. Les choses sont extrêmement importantes. Une des facilités qu'a le MJ dans ce Pathfinder, c'est justement de pouvoir à la volée créer ces packs de monstres, créer ces pièges, les systèmes sont extrêmement simples. Pour le MJ,
Les systèmes pour équilibrer le jeu sont extrêmement simples, extrêmement précis. Ils fonctionnent vraiment bien. Moi j'ai eu beaucoup de soucis dans Donjon Dragon là-dessus, je trouve sur les monstres. Il y a beaucoup de combats dans Donjon Dragon, il y en a moins dans Pathfinder, ils sont plus viscéraux, ils sont plus létaux. Ils sont plus intéressants, je trouve. On est moins sur un épuisement constant des joueurs pour qu'une fois arrivé au boss, ils aient plus que 2 sorts et 3 potions. On est plus sur autre chose. Ensuite, structure d'une campagne, les one-shots, les brèves campagnes, les campagnes étendues et les campagnes épiques qui vont jusqu'au niveau 20. Évidemment, un petit peu la marque de fabrique de Pathfinder. Pour moi, le jeu est pensé pour monter niveau 15-20 minimum. C'est un peu le but du jeu. Concevoir les aventures, et après, exploration de donjons, nombre d'aventures, nombre de sessions 3-4, généralement, une grande aventure, ça va être plutôt 6-8, une aventure romantique 4-6, voilà, tout plein de petits trucs qui nous permettent de créer nos trucs, de créer nos aventures, de créer nos petits scénarios. Ça marche très très bien, ou d'intégrer des scénarios à une aventure. Pendant 3-4 sessions, sur cette grosse campagne, et ben on va se faire un petit intermède, braquage de banque, ou des choses comme ça. Ça peut être très très cool, ça varie un petit peu. La distribution des points d'XP. Alors évidemment, il parle de la distribution des points d'XP par moment. Voilà, là, tous les joueurs passent niveau 3, tous les joueurs passent niveau 4 à tel moment, etc. Mais on peut toujours se le faire à l'XP. Moi, j'aime bien. Voilà, moi, j'aime bien. Je suis un peu old school. Ça me rappelle quand j'étais gamin et que je jouais à Donjon Dragon, notamment à 3.5 ou Advanced Donjon Dragon. J'aime bien. Moi, j'aime bien distribuer mes petits points d'XP. Alors, c'est peut-être les seuls jeux Donjon Dragon et Pathfinder où j'aime bien ça. Les seuls jeux où j'aime bien ça, c'est ceux-là. Mais j'aime bien gagner mes petits 1000 XP pour avoir tué un dragon, je trouve ça cool quoi. Sachant que dans Pathfinder, c'est très simple, vous gagnez 1000 XP, vous prenez un niveau, et vous retombez à 0. Vous gagnez 1000 XP, vous prenez un niveau, vous retombez à 0. Ce qui fait que la distribution d'XP, c'est pas comme avant où tomber un dragon, ça prend 120 000 points d'XP, etc. Non. En fait, la menace, par rapport à ton niveau, elle a un nombre de points d'XP, ça rapporte tant, et c'est super simple pour le MJ. Et du coup, on garde le côté un petit peu cool de marquer ces petits points d'XP. Il y en a qui aiment bien, hein, moi j'aime bien, je sais qu'il y en a qui détestent, moi j'aime bien, mais c'est pas chiant à faire. C'est pas chiant à faire, et si on n'a pas envie, on fait comme dans Donjon. À l'acte 2, tout le monde passe niveau 2, à l'acte 3, tout le monde passe niveau 3, et on se pose pas de questions, mais du coup ça rend le tout un petit peu moins cohérent, je trouve, mais bon. Les différentes maladies, alors ça c'est du caca de MJ tout ça, hein, c'est tout ce dont on a besoin quand on est MJ. Qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on ira, on va les lire, quand on va les lire ça va être chiant, et puis quand on va en avoir besoin, on va revenir, et puis hop, on va voir comment ça se passe. Le manuel du MJ, c'est un peu ça à chaque fois, c'est on va piocher dedans quand on a besoin les différents dangers, donc voilà, j'ai pas envie, il y a quand même 50 bouquins à voir aujourd'hui, j'ai pas envie de m'attarder sur chaque bouquin pendant 45 minutes. Donc voilà, conversion des créatures de la première édition. Si jamais on n'a pas Pathfinder première édition, on a les bestiaires, on a des campagnes, on peut, ici, il nous montre comment les convertir, tout simplement. Et ensuite, on a tout plein de tables, hein, des tables de MJ, évidemment, les bonus à l'attaque par rapport au niveau, les dégâts de zone par rapport au niveau, les pouvoirs des traits de chaque créature, les lignes directrices des classes, concevoir les objets, concevoir des mondes, tout ça c'est important quand on est MJ. On a besoin de tout ça, alors c'est pas la peine de le présenter pendant 10 ans, les MJ, de toute façon, ils n'auront pas le choix, ils auront ce bouquin, ils le liront, et sincèrement, c'est de très bonne qualité. Toujours pour être dans la comparaison, hein, celui de Donjon est très bon, celui de Pathfinder est très bon, c'est donc très très bons ouvrages, est-ce qu'ils sont indispensables pour être MJ ? Moi je pense que oui, certains vous diront qu'on peut s'en passer. Moi, autant à Donjon Dragon qu'à Pathfinder, je trouve qu'ils sont indispensables. Ensuite, on a un petit peu la présentation de tous les territoires de Golarion, avec une petite illustration pour mettre dans l'ambiance à chaque fois. C'est très succinct, on n'est pas là pour entrer dans le détail, il y aura des extensions pour entrer dans le détail, les différentes cultures, les différentes autres ascendances. Hop, retour sur les divinités, sur les religions, avec un peu plus de développement que dans le livre du jeu, les différentes factions qu'il y a dans le jeu, les différentes nations, évidemment, les différents plans, parce que bien sûr, il y a des plans, les plans éthérés, plans du métal, plans de l'eau, le monde des ténèbres, le maelstrom, etc. Ensuite, tout un tas de sous-systèmes qui sont pas forcément obligatoires, mais qui peuvent permettre de faire des choses qui sont plutôt sympas. L'influence, notamment, qui vous permettent de jouer des combats verbaux. Ça, je trouve ça vraiment très très cool. On a clairement des combats, des joutes verbales, comme on fait la recherche, par exemple. Des annexes pour les courses-poursuites, donc voilà, on a plein de petites de l'infiltration, plein de petites règles en plus, si on veut, les duels, hein, si on veut faire des duels, un petit peu des duels d'honneur et choses comme ça, le commandement, si on va être amené à diriger des armées, mais oui, mais on est sur Pathfinder au bout d'un moment, donc il va y avoir des choses qui vont être un peu grandiloquentes. Ensuite, on arrive à la partie trésor, hop, on va y aller, et voilà, on a toute une liste de choses qu'on peut donner, mais surtout comment on l'équilibre.
Ce qui est bien, c'est pour tous les trésors de Pathfinder, on a le niveau requis à peu près. Hein. Quand votre personnage il est niveau 5, il aura à peu près ça. Hein. Et ils expliquent aussi comment on équilibre. Par exemple, si on veut donner une arme de niveau 4 à un personnage de niveau 2, on va lui enlever d'autres trucs. Sur la récompense finale qu'il y aura dans la quête qu'il est en train de faire, eh bien, il y aura des trucs en moins, etc. En gros, il y a un niveau global de ce qu'on donne aux joueurs qui permet d'équilibrer assez facilement, encore une fois. Ça fonctionne du feu de Dieu. Tout est assez simple en fait dans Pathfinder. Contrairement à ce que ça peut laisser penser, parce que c'est un petit peu austère, même si quand c'est exhaustif, forcément il y a un côté un peu catalogue, mais c'est très très simple d'équilibrer les choses sur Pathfinder 2. Sincèrement, ils ont fait un boulot assez colossal là-dessus. Après, c'est un jeu de rôle velu, hein. On va être très clair. On n'est pas sur du Free League ou du Zero Engine, on n'est pas là pour être dans le ultra narratif. Il y a de la narration, il y a des choses comme ça, mais ça reste un jeu où le combat il est prépondérant. Et on n'est pas là pour enfiler des perles au bout d'un moment. Hein. Hop, et voilà pour le livre du maître de jeu. On passe à la suite. Rapide tour sur le bestiaire. Alors le bestiaire, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est du bestiaire. Donc pour chaque créature qui vont être rangées par l'alphabétique, on va avoir ces statistiques, son lore, une illustration. On a beaucoup d'illustrations, peut-être pas une par créature, mais on en a quand même vraiment beaucoup, hein, parce qu'il y a quand même plus de 300 créatures, je crois, là-dedans. Sachant qu'il y en a 3 des bestiaires différents, donc vous prenez celui que vous voulez, hein, mais moi j'ai le premier, celui de base. Le premier bestiaire de Pathfinder, je crois qu'il y en a 3. Donc le premier suffit largement, on a largement de quoi faire. Il y a un nombre de créatures incalculable. Après, c'est du classique de chez classique, hein. On n'est pas... voilà. Moi, je sais que c'est mon petit péché mignon, j'adore lire les bestiaires, j'adore voir le petit lore de chaque créature, voir les petites attaques qu'elles ont, et me dire comment est-ce que ça peut fonctionner en combat, etc. Si vous voulez avoir un avis, une idée de la montée en puissance de Pathfinder, on va aller page 167, puisque page 167 de mémoire, il y a le fléau des arbres. Le fléau des arbres qui est une créature de niveau 25, hein, qui est donc la créature la plus puissante que vous puissiez croiser et affronter, parce qu'il y a évidemment des créatures que vous ne pouvez pas affronter dans ce manuel. Le fléau des arbres, c'est quoi? C'est ça. Cette espèce de dragon avec une hache à deux mains, la hache noire, qui est effroyable. Et donc si vous voulez comprendre à quel point Pathfinder monte haut et grimpe haut, le fléau des arbres, il a plus 46 en perception, il a plus 12 en force, plus 9 en constitution, plus 9 en dex, plus 11 en constitution, plus 7 en sagesse, intelligence et charisme. En compétence, il a 40 d'acrobatie, 45 d'athlétisme, 40 de discrétion. Voilà. Alors c'est parce qu'évidemment, il est bourrin, évidemment, mais ça n'empêche pas qu'on monte très très haut dans Pathfinder en termes de bonus sur nos lancers. On n'est pas du tout sur la même... on n'est pas sur le bonus de maîtrise de Donjon Dragon, on a un plus 3 ou un plus 4, qu'on combine avec notre bonus de force, on arrive à plus 5, plus 6 par moment. Non, là je veux dire, il tabasse quoi, il tabasse. Sa CA elle est à 54. Au bout d'un moment, il faut l'envoyer le bonhomme quoi. Il a 550 points de vie et il se régénère de 50. Très bien, merci monsieur, merci beaucoup. Donc, voilà, il y a beaucoup d'illustrations. Moi j'aime bien les illustrations de Pathfinder, je trouve qu'elles marchent très bien. Il y a un côté cartoon et en même temps un côté old school Heroic Fantasy que je trouve vraiment très chouette. Ça va de la créature mécanique au démon, au dieu, en passant par le démon Gorgone, l'oursibou, enfin l'Ibours, pardon, l'homme lézard, etc. Il y en a quelques-uns qui sont évidemment renommés, il y en a quelques-uns qui ont évidemment disparu par rapport à ce que c'était avant, puisque Donjons et Dragons ont fermé un petit peu tout et qu'on se méfie de ce qu'ils font maintenant. Ce que j'aime beaucoup dans ce bestiaire, c'est pas non plus un truc extraordinaire, mais j'aime bien, c'est... alors comment créer un vampire à la fin, parce que je trouve ça plutôt rigolo. Hop, attends, j'y arrive, c'est après, on n'est pas encore à la fin du bestiaire. C'est que là, on a tout par ordre alphabétique, hein, ce qui est intéressant pour retrouver rapidement les choses, mais quand on cherche à créer des choses, c'est pas forcément utile. Récap de tous les pouvoirs, plutôt sympa. Mais c'est surtout les créatures par type. Je trouve ça très très cool, moi. Si on veut croiser des aberrations, et vos joueurs ils sont niveau 5, bah, on va être plutôt sur du babélien et du manteleur. Si on veut croiser des élémentaires et ils sont niveau 7, on va être sur du quatouille, de la salamandre, du shaitan, du tracker invisible ou du xorn. Ça, c'est très cool, je trouve. On a la version en alphabétique pour être plus rapide pour s'y retrouver. On a la version par type et on a la version par niveau. Mes joueurs, ils sont niveau 1. Ben, ils vont croiser peut-être des méphites de feu, des nuées de chauves-souris vampires, etc. Mes joueurs, ils sont
Ils sont au niveau 10, ils vont croiser des attrape-mouches géants, des brontosaures, des chevaliers sépulcres, des didulônes, des dragons blancs adultes, etc. Et mes joueurs sont au niveau 25, ils vont croiser le fléau des arbres, mais ils ne seront pas au niveau 25 parce que le jeu ne va pas au niveau 25, il va au niveau 20. Évidemment. Donc voilà pour le bestiaire qui marche très bien. Bestiaire qui est toujours intéressant à lire, qui est toujours sympa. On passe à la suite. Hop, on se fait un rapide arrêt par l'écran, forcément. L'écran de Pathfinder, écran 4 volets qui tient pas sur mon bureau, évidemment, qui est un espèce de panorama. Je sais pas si on va bien le voir, qui cache la moitié de la lumière au passage. Panorama d'une scène de guerre avec 1 milliard de personnes qui se battent contre 1 milliard de créatures. Il est dynamique, il est plutôt joli, il est plutôt sympa. Il y a quand même le Pathfinder écrit sur le côté. Il est pas extraordinaire, mais il est plutôt chouette. Voilà, il est pas extraordinaire, mais plutôt chouette. On y voit à peu près toutes les classes des personnages, même celles qui n'existent pas dans le bouquin. Hein, bonjour les moines. Et derrière, on a tout plein de trucs qui nous servent au début quand on joue, à la fin on ne regarde même plus. Mais on a les états, les actions basiques, les actions spéciales, la mort, comment ça marche, les différents terrains, les icônes, la légende d'icônes. Alors ça veut dire que si le maître du jeu il connaît pas ça de base, c'est pas la peine qu'il maîtrise une partie de Pathfinder, que ça fait là. Actions et compétences, même à peu près le même principe quand même. Les différents DD par niveau, ça c'est plutôt cool. Dés de compétences spécifiques, compétences sociales, fabriquer, identifier la magie, etc. Détecter les créatures. Et puis après, hop, je sais pas si vous le voyez, des différentes seuils de résistance et escalader pour les structures. Voilà, ça c'est plutôt chouette, ça c'est un truc qu'on n'a jamais en tête, moi ça me fait toujours un peu, ça m'embête toujours un petit peu. Et ensuite les termes du remaster, ça c'est pareil, on n'en a pas besoin si jamais... Normalement on est censé le connaître. Voilà, pour ce qui est du... je sais plus comment il se range. Voilà. Et on arrive dans le cœur des extensions de Pathfinder seconde édition, notamment une sortie récemment, l'étendue du Mwangi. L'étendue du Mwangi, ça va être toute la partie un petit peu qui symbolise un petit peu l'Afrique de Pathfinder Kingmaker, le Pathfinder tout court, seconde édition. J'ai beaucoup aimé cette extension. C'est des choses qu'on voit pas si souvent, et dans l'étendue du Mwangi, on va retrouver tellement de choses, tellement d'influences et tellement d'univers différents que sincèrement, en termes de jeu, c'est vraiment très agréable. On a la petite carte de l'étendue du Mangui. Alors, il manque une vraie carte, sincèrement. Il manque une vraie map. C'est dommage, hein, on va voir après dans d'autres livres qu'on a ça, et dans celui-là, non. Il aurait pu nous la mettre, parce qu'il nous manque une vraie carte du Mangui, quoi. Et, après, Mangui, c'est un continent, je veux dire. Hein, donc voilà, on voit ici... Hein, tout le Mangui qui représente, les différentes menaces, etc. Et ensuite, on va rentrer dans l'historique, d'où ça vient, un dragon, machin, tout qui a explosé, des gens qui ont pris le pouvoir, les elfes sont arrivés, ils ont colonisé, il se passe beaucoup de choses. On a beaucoup de lore, beaucoup de lore, qui fonctionne bien, qui est intéressant, et qui permet de donner du corps à ce continent, sincèrement. Et ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet, les différents groupes, évidemment, les différents peuples. Alors, à chaque fois, on a, au niveau de chaque peuple, hein, on a leur petite histoire, l'apparence qu'ils ont, la société, la religion, la culture, les différents petits points un peu particuliers. Par exemple, pour eux, ça va être l'âme, les bijoux, le combat contre la grande obscurité, hein, ce qui est quand même des enjeux forts, les relations qu'ils ont avec les autres, les communautés. Il y a beaucoup de choses à chaque fois, et à chaque fois, on a un PNJ un petit peu clé. Si jamais les joueurs vont là-bas, ça peut être un PNJ un peu clé, des scénarios qu'on pourra mettre en place. Et donc, on en a beaucoup. Ça fonctionne très bien, c'est détaillé, c'est précis, ça va loin, c'est très agréable à lire, sincèrement. Il y a de tout, en fait. Il y a de tout, on a des choses qui sont absolument folles. Et ça va des inspirations nordiques aux inspirations perses, en passant par l'Amérique du Sud et centrale. On n'est pas du tout cantonné à ce qu'on aurait imaginé. Regardez-moi ce nain avec cette barbe multicolore arc-en-ciel en feu. On n'est pas du tout cantonné à ce qu'on aurait imaginé de l'Afrique. Hein. On a des choses un peu plus classiques qu'on attend, et des choses qu'on n'attendait pas du tout dans cet ouvrage. Et j'étais extrêmement surpris par ça. C'est un ouvrage d'une qualité assez folle. Alors après, il faut le faire vivre. Hein. C'est un ouvrage de lore pur et dur. On n'a pas de scénario, on n'a pas de... Non, c'est uniquement du lore et du lore. Et on a à chaque fois, pour chaque société comme ça, les Matanji par exemple, cette espèce de barbares commerçants
Dernier mot à la classe de cet ensorceleur de niveau 15 qui s'appelle le Morclo Briscorn. Les Anadis. Les Anadis, ce sont les petites araignées qui se sont transformées en humains pour vivre parmi les autres et qui vont finir par se faire accepter. L'histoire des Anadis est incroyable. L'histoire des Anadis est incroyable. Et donc, c'est une nouvelle ascendance. On peut jouer une Anadi si on veut. Alors, c'est une ascendance qui est rare, évidemment. Mais on peut jouer une Anadi. Donc, là, c'est une Anadi qui est transformée en humaine pour se déguiser, pour pouvoir intégrer la société. On peut jouer aussi les Konrasu, si on le souhaite, qui sont des espèces d'anciens artefacts. Des gnolls. On peut jouer les gnolls. Quand je dis on peut jouer, c'est parce qu'il y a les dons courants, il y a les points de vie, etc. Donc on peut les jouer, techniquement on peut les jouer. Ce sont des ascendances des étendues du Mangui, les Goloma par exemple, qui sont pas très sympas quand même. Les petits Gripply, les petits hommes crapauds, ils sont trop stylés. Les Chisk, avec leur espèce d'épines. D'épines, et puis après pas mal d'autres peuples, hein, les Bilocos, les Bourbériens, voilà, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Et ensuite on arrive sur l'aspect religion, puisque évidemment religion, continent différent, religion différente, et donc là on a des dieux qui sont vraiment 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 hauts en couleur, hein. Celui-là est absolument magnifique, ce chat est d'une beauté absolument dingue. Celui-ci aussi qui fait un peu penser à la grand-mère araignée, évidemment, pour pouvoir aller tout ça. Donc voilà, on a tous les nouveaux dieux qui sont aussi détaillés, qui nous permettent de rentrer dans l'esprit et dans le lore. Donc vous voyez, c'est un ouvrage qui est absolument dense, et après on va arriver sur les lieux. La jungle hurlante, etc., etc. La jungle du Mangui. Qu'est-ce qu'il y a comme endroit un peu clé, et tout ça. Donc c'est un ouvrage qui va être... il va pas être utile à tout le monde, clairement. Il faut avoir envie de créer sa campagne là-bas. Alors peut-être qu'il y a des scénarios qui sortiront, hein, qui s'en serviront, mais en tout cas, voilà, moi ça me parle, quand je vois des images comme ça, je me dis que j'ai envie que mes joueurs aillent au lac Okota et se prennent un petit peu les pieds dans les pièges et les créatures qu'ils pourraient trouver sur place. Je trouve ça excellent. C'est un ouvrage qui se lit très facilement, c'est un ouvrage qui est intéressant à lire, qui est très bien écrit, et qui est surprenant à bien des égards. Il y a beaucoup de choses qu'on ne s'attendait pas à voir dans cet ouvrage. Et on finit en plus par quelques villes un peu emblématiques, hein. La ville de Baie Sanglante et son esprit un peu piraterie, on ne s'attendait pas à voir ça, par exemple. Enfin, moi, en tout cas, je ne m'y attendais pas. Avec les capitaines, les différentes factions dans la ville, etc. Mais il n'y a pas que Baie Sanglante qui va être détaillée. On a la ville de Jaha, et on a à chaque fois les ressources de chacune de ces villes, qu'est-ce qu'ils amènent, produits de luxe par exemple, objets magiques pour Jaha. Et on voit qu'en termes de technologie, de culture et d'architecture, on est sur des choses qui sont très très différentes les unes des autres. La ville de Kibouï n'a absolument rien à voir, on est sur quelque chose de beaucoup plus rural, avec un marché extérieur, avec des choses qui sont beaucoup plus traditionnelles par exemple. Ça fonctionne très très bien. Et donc on a pas mal d'éléments géographiques de villes qui sont représentés comme ça, notamment la méga cité de Mzali, son apport du soleil. Ça fonctionne très bien. Et ensuite on aura un bestiaire qui est... hop là, on va y aller directement. Hop, qui est pas très large, mais qui fait le travail avec quelques créatures qu'on pourrait croiser, des chasseurs Anadi, des sages Anadi, hein, donc toujours ces petites araignées qui sont un vrai plus pour ce bouquin. Moi, je trouve qu'ils fonctionnent très bien. Et on va s'affronter avec des cannibales, des singes agressifs, des hommes serpents, lézards, dinosaures. Donc voilà, ils sont pas non plus il n'y en a pas 90 000, mais ça marche bien, ça fait des créatures qu'on n'est pas habitué à croiser. Et de toute façon, les bestiaires, il y a quand même pas mal dans Pathfinder, donc si vous en voulez, il y en aura. Mais là, vous avez de quoi croiser pas mal de choses. Voilà, c'était l'étendue du Mangui. Autre gros morceau de Pathfinder, c'est la cité d'Absalom, la cité des prédictions perdues, avec cette extension qui s'appelle Absalom. Alors Absalom, c'est une immense cité qui est sur une île, qui a eu un âge d'or, qui a eu une influence extrêmement importante sur le monde de Golarion, et qui a fini par arriver sur une sorte de déclin, même si on n'est pas encore, tout n'est pas perdu. Cet ouvrage, que je vais vous présenter très succinctement, hein, j'ai pas y passé pendant des heures, va détailler absolument
tout ce qu'on a besoin de savoir sur Absalom, son histoire, les différentes personnes qui ont été au pouvoir, qui sont au pouvoir, pourquoi est-ce qu'on en est là. En fait, on est sur la chute d'un héros immortel, Aroden, qui a créé la ville d'Absalom et qui a fini par... il devait revenir normalement pour amener bonheur, joie et félicité à tout le monde. Et puis bah, il est pas revenu et il est mort. Et là, la ville commence à bégayer un peu, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Absalom est une ville qui est beaucoup moins facile à vivre qu'avant. Il y a beaucoup de corruption, les conseillers sont de moins en moins éclairés. Là où Aroden voulait qu'Absalom soit une ville de culture, une ville de partage et une ville d'acceptation de l'autre, on est de moins en moins là-dessus. Il y a des rivalités entre gangs, il y a des guildes de voleurs, différents festivals célèbres. On en reviendra avec la prochaine extension, le Grand Bazar, qui est incroyable. On va voir le détail de tout ça. Alors, on va être très clair. Si vous comptez passer par Absalom dans votre campagne Pathfinder, ce livre n'est pas essentiel. Si vous comptez faire en sorte que votre campagne soit dans Absalom, comme par exemple la campagne Les Agents d'Absalom, par exemple, ça, c'est une mine d'or. Le livre, il est détaillé sur tout. Vous avez toutes les informations sur tout. C'est lunaire, tout ce qu'ils ont mis en place sur cette ville. On a l'impression que cette ville existe vraiment et qu'on a l'historique, un peu le fonctionnement de tout ce qui se passe dans Absalom. C'est quelque chose d'incroyable. Après, il faut vraiment, pour prendre ce livre, il faut vraiment avoir besoin de jouer à Absalom pendant de nombreuses sessions. Je veux dire, on est sur un livre, sur une ville. Alors c'est une ville emblématique, hein, c'est une ville extrêmement importante de Golarion, mais qui fait 400 pages. Qui fait 400 pages. C'est quelque chose d'extrêmement important. On a le détail de chaque faction, on a énormément de PNJ, on a énormément de lieux, on a énormément de commerce, de fonctionnement culturel, de fonctionnement religieux, un détail des différents districts, les différentes rumeurs qu'on peut croiser à gauche, à droite, ça c'est énorme. Le joueur il va acheter un dé de sang, découverte de délices, service d'assassinat de biscuits, cette biscuiterie tenue par des elfes est en fait la façade de l'entreprise calistrienne de Vendetta. Les clients aisés peuvent commander une livraison à partir du menu spécial, désignant ainsi le destinataire comme une cible. Ironiquement, les biscuits de la boutique sont incroyablement délicieux et populaires, ce qui est à l'origine de contrats involontaires passés par des clients ignorants. C'est fin, c'est cool, ça marche très très bien. On va voir après les différents quartiers, avec toujours une illustration du quartier. Alors les illustrations, je trouve qu'elles sont vraiment sublimes dans Absalom. En même temps, la ville, elle est vraiment, vraiment porteuse d'illustrations absolument incroyables. Et donc on a différents endroits du quartier à chaque fois. Et vous voyez, il y en a quelques-uns. Hein. Il y en a 21 par exemple sur ce district-là. Le district des pétales, beaucoup plus rural. Alors là, pour le coup, vous voyez, on a vraiment la densité population qui, plus on va avancer vers l'extérieur, plus va s'étendre, plus va se refermer. Et dès qu'on va quitter les murs d'Absalom, on va arriver sur les premiers villages de banlieue qui sont aussi un petit peu détaillés dans le livre quand même, puisqu'Absalom n'est pas qu'une cité, c'est aussi une île. Et en dehors d'Absalom, il y a des gens qui y vivent et des choses qui s'y passent. Le district du Lierre, donc voilà, on va avoir un descriptif de tous les districts, on va pas tous les faire, évidemment. Ensuite, on va voir les docks, et ils nous disent où est-ce qu'il est situé. Les docks, c'est cette partie-là. Et donc ça marche bien, pour le coup, on a énormément de détails, énormément de lieux, donc vous voyez, il les décompte, hein, parce qu'ils aiment bien montrer qu'ils font les choses de manière un peu grandiloquente chez Pathfinder, donc on est déjà à 150 lieux détaillés, décrits. Après, c'est pas un concours, comme dirait l'autre, mais bon, il y a ce qu'il faut. Alors évidemment, si vos joueurs passent à Absalom, et que vous avez autant de détails à leur fournir, ça nous rendra la ville que plus intéressante et que plus vivante. Par contre, ça fait un peu beaucoup de lecture pour pas grand chose. Par contre, si vous jouez à Absalom, si vous faites une campagne à Absalom, que ce soit les agents d'Absalom ou autre, c'est une mine d'or. On va avancer directement au glossaire de PNJ, et alors là, tout ça, c'est des PNJ. Pas tous ultra intéressants, mais ce sont des PNJ par niveau, par classe, par endroit. Qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont, à quoi ils servent. Il y en a, hein. On a encore dessus là. Il y a quoi? Il y a 60 pages de PNJ peut-être. C'est massif. Et ensuite, on a, pour finir, hop, la boîte au-dessus de l'aventurier, avec des nouveaux ascendances, l'Azarketi, les PNJ Azarketi, et on va terminer là-dessus. Donc ça, c'était Absalom, et dans la foulée, on va regarder le Grand Bazar des prédictions perdues. Absalom étant la cité des prédictions perdues, vous doutez bien que le Grand Bazar se situe à Absalom. Et là, pour le coup, dommage qu'on ne l'ait pas pour Absalom, on a la carte du Grand Bazar. Alors, je vais vous déplier, on va rien voir parce qu'elle est immense et que mon bureau est tout petit. Mais on a une grande carte qui fait du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Je sais pas. Du A0 peut-être. Je pense que ça doit être du A0. Ici, on a cette grande carte du Grand Bazar, des prédictions perdues. Le Grand Bazar d'Absalom, c'est quoi? C'est toute une place où il y a énormément de boutiques, énormément de fêtes. Et en fait, c'est un grand magazine de boutiques. C'est un grand magazine de boutiques, toutes différentes les unes des autres. C'est très drôle à lire. Il y a, par exemple, la première boutique qu'on nous présente, appareil de mobilité de Moren. Ça va être pour tous les handicaps. On a besoin d'un fauteuil roulant de combat, de voyage, on a besoin d'un fauteuil à pattes, on a besoin de prothèses, on a besoin de auditifs, on a besoin de cannes griffons, des pieds terrassants, des prothèses armes, des prothèses basiques, on a tout ça. Ensuite, on va avoir la bijouterie du jardin avec des choses un peu plus basées sur le bois, etc. On va avoir la caravane mécanique avec ses automates absolument incroyables. On va avoir au changement radical pour tout ce qui est déguisement, un petit peu étrange, vêtements expérimental, chapeau d'ombrage, manteau miroir, tout ça. L'emporium d'essence de Dracori avec des potions dont on ne connaît pas forcément la teneur et ce qu'ils vont faire, le gai reflet et tous ces jeux de miroirs, mais surtout ces petits jeux, ces cerfs-volants, ces petits cubes de peinture. Est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce que c'est chouette quand ça arrive en jeu, dans une petite quête, etc. Oui, c'est cool. Sincèrement, c'est cool. Les poupées qui vont prendre vie, qui vont avoir un alignement, une religion, qui vont avoir extrêmement intéressant. Les poupées sont absolument géniales, pour le coup. Elles ont leur petit don à elles, parce qu'en fait, elles prennent vie, ces poupées. Et c'est trop chouette. La main intacte, qui va être une armurerie un peu plus classique, même si très physique. On va avoir la loge du chef de troupeau, avec tout plein de choses pour piéger, chasser, etc. Le magasin de Tesiovensku, avec tout ce qui va être dans les matériaux un peu précieux, notamment l'armure en abysium, mais aussi en Nokal et en Inubrix, ça va être très stylé. Le bouclier en cicatite est absolument dingue, je trouve. Le masque et la lune, avec du coup pas mal de petits comestibles. La ménagerie, avec tout plein de nouveaux compagnons, des compagnons coléoptères pour pouvoir s'asseoir dessus et voyager, c'est trop cool. Un pangolin, qui c'est qui veut un pangolin, pas mal le pangolin. Aux objets trouvés, alors là, c'est des objets un peu mystiques, un peu magiques, mais on sait pas trop d'où ils sortent quand même, donc attention, il pourrait y avoir des choses un peu louches là-dedans. Le paradis recyclé, avec notamment les grandes pattes. La place des runes, on va pouvoir trouver 1 milliard de runes à graver sur nos vêtements. Les poubelles de Barguest avec des choses qui sont un peu tombées du camion, peut-être les spécialités du roublard un petit peu. Les reliquaires de l'histoire avec différents trucs, alors, je ne sais plus, je n'ai pas en mémoire toutes les boutiques du magazine, mais elles sont toutes très intéressantes à lire, ces boutiques. Elles ont toutes leur petite ambiance et leur particularité. Donc pareil, si vous jouez une campagne à Absalom, indispensable. Si vous jouez pas une campagne à Absalom, moi je trouve ça plus intéressant. Parce que pour le coup, ce genre d'ouvrage là, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez partir du principe qu'il y a un petit festival, un petit marché itinérant qui passe, et puis c'est une de ces petites boutiques. Et c'est très chouette et ça marche bien. Et elles sont toutes intéressantes, elles sont toutes sympas. Il y a pas mal de petits trucs qui sont un petit peu hors contexte, qui sont plutôt chouettes. Les commerces décontrôlés, évidemment. Parce qu'il y a tout plein de petites échoppes un peu louches, un peu étranges, qui nous mènent sur des petites quêtes secondaires et des choses comme ça. Et les annonces d'Absalom, avec notamment des nouvelles classes. Alors, pas de nouvelles classes, mais des nouvelles suites de dons d'archétypes. On va pouvoir jouer un fascinateur, on va pouvoir jouer un lutteur, on va pouvoir jouer un novateur en magie. Et ensuite, tous les équipements qu'on retrouve, parce que ça reste quand même un catalogue d'objets magiques, tous les équipements qu'on retrouve dans ce bazar. Ce bazar très chouette. Moi je trouve le grand bazar vraiment super agréable à lire et à suivre. Évidemment ça va de pair avec Absalom, ça se passe dans Absalom, le grand bazar, mais vous pourrez l'exploiter sur d'autres lieux qu'Absalom. Il suffira de modifier un petit peu. Pour le coup, bien plus intéressant pour tous les MJ qu'Absalom, qui se passera uniquement si votre campagne se passe à Absalom. Tout simplement. Donc voilà pour les ouvrages principaux que j'ai, en tout cas, je ne les ai pas tous, mais que j'ai sur Pathfinder 2. Un système qui marche très bien, qui peut paraître lourd, qui ne l'est pas tant que ça en fait quand on joue, qui n'est pas tant que ça quand on crée son personnage. Il le paraît quand on lit les ouvrages parce qu'ils sont denses, parce qu'ils sont précis, mais le jeu n'est pas si lourd que ça, loin de là. En tout cas, là on va faire un survol très rapide de Kingmaker pour que vous ayez une idée de ce que Zachem va vous offrir. N'oubliez pas que pour participer au concours, c'est simple.
en commentaire, merci Papa Zachem, et vous avez une chance de remporter la campagne Kingmaker, donc les 4 ouvrages, enfin l'écran et les 3 ouvrages. Et si jamais vous me défoncez la barre de pouces bleus et qu'on est à 100 pouces bleus au moment du tirage au sort, j'offre en plus le livre du MJ et le livre du joueur de Pathfinder 2ème édition, pour que vous puissiez jouer avec les vraies bonnes règles de cette campagne, et non pas celles de la 5ème édition, ce qui est toujours un petit peu dommage. Elle n'est pas pensée pour ça, cette campagne. Allez, juste un rapide coup d'œil, très rapide coup d'œil sur Kingmaker. On fera une vraie vidéo sur Kingmaker un peu plus tard. Là, c'est vraiment pour vous présenter ce que Zachem va vous offrir. Kingmaker, l'intégrale de la campagne, donc n'oubliez pas pour participer. Merci Papa Zachem dans les commentaires. Ça, c'est le livre de base, 800 pages. 800 pages qui sont absolument dantesques. On va commencer en partant d'une petite créature, petit personnage tout simple, et on va finir par arriver, alors on survole le livre pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on va finir par arriver sur des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus grosses. On arrive donc aux différents historiques de Kingmaker. Il y a l'historique particulier, et après on a le chapitre 1, l'appel aux héros, le banquet du Seigneur des épées. On va être invité à un grand banquet où on a énormément de maps. On va inviter dans un grand banquet où on va nous confier, à nous et à d'autres personnes, une mission. Une mission que je ne vais pas spoiler, ce n'est pas le but, hein, mais une mission qui va se transformer en quête et qui va faire de nous, au bout d'un moment, hein, c'est pas vraiment du spoil, la campagne s'appelle Kingmaker, qui va faire de nous au bout d'un moment un roi. Une fois qu'on sera roi, évidemment, la menace va encore monter d'un cran, et on monte, et on monte, et on monte, et tout ça, tout le temps. Donc voilà, ça c'est pour le livre de base, hein, vous voyez, il est extrêmement dense, il va très loin, très loin, et à la fin, on a un petit résumé de toutes les cartes qu'on peut croiser. Hop, je les passe très vite, hein, c'est juste pour que vous ayez un aperçu. Etc. Donc ça c'est le livre de base, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ça. Ça c'est l'écran de gestion de royaume, puisque évidemment Kingmaker, vous allez devenir un roi. Sinon c'est pas drôle. Hein. Quand je dis vous, c'est vous et votre groupe. Hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Attention, hein. C'est pas c'est moi le roi et on fait ce que je dis. Alors l'écran, je le trouve très chouette. Il est en 3 parties distinctes. Je le trouve très joli. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, pour le coup, on a vraiment un écran de gestion de royaume, événement du royaume aléatoire, évolution du royaume, récompensant points d'expérience par jalon franchi, taille du royaume, type de communauté, les négociations, les caractéristiques essentielles aux activités du royaume. J'arrive pas à le faire tenir sur mon bureau, c'est une catastrophe. Les armées basiques, les activités martiales, l'état de chaque armée, structure d'une rencontre de guerre, tout ça. On est vraiment sur un écran spécifique dédié à la campagne qui est sur de la gestion de royaume. Et avec cet écran, on a ce petit livret qui va nous rappeler toutes les quêtes secondaires. Vous voyez la densité du truc ou pas? Je crois que vous n'avez pas encore compris. Hein. Si vous n'avez pas encore compris, on le remet un petit peu. Le guide des compagnons. Pathfinder Kingmaker, c'est aussi un jeu vidéo qui a cartonné et qui est extrêmement bien, avec des compagnons qui sont extrêmement attachants. Et ben du coup, dans la campagne, ils ont un peu repris ces compagnons, et on les reconnaît, je les aime trop. On a Amiri, évidemment, notre barbare qui a un petit manque de confiance en elle, qui est absolument folle. Et donc, du coup, on a beaucoup de choses pour jouer Amiri, pour la faire progresser, la faire avancer. C'est très chouette d'avoir ça, puisque pour le coup, ceux qui ont fait le jeu vidéo, alors vous pouvez faire le jeu vidéo et faire la campagne, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a évidemment du spoil, hein, si vous avez fait le jeu vidéo, quand vous avez fait la campagne, il y a évidemment beaucoup de redits, mais vous pouvez faire les deux, c'est pas dérangeant. Donc voilà, on a Amiri, mais on n'a pas qu'elle, hein, on a évidemment Lindsay, on a la petite Lindsay, notre barde qui écrit notre histoire dans le jeu, qui est là, qui a un rôle prépondérant en même temps dans la campagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a leur quête personnelle qui va nous amener à résoudre des choses pour elles. Et puis une fois qu'on aura fini par résoudre leurs problèmes, eh bien, hop, on aura débloqué des nouvelles compétences d'affinité. Voilà. Donc on les a tous, ils sont tous là. Il y a même Octavia, pour ceux qui se posent la question. Elle est ici, sans problème. Ensuite, le campement, les différentes étapes du campement, etc. Comment ça fonctionne. C'est un système qui est extrêmement spécifique à la campagne, enfin, qui peut être utilisé sur d'autres campagnes, mais qui est plutôt chouette, notamment avec la nourriture qu'on va pouvoir faire. Et après, un petit truc sur le climat dans les terres volées, qui marche très bien, toujours avec ses illustrations. Les illustrations de Kingmaker sont extrêmement inspirantes, je trouve qu'elles sont vraiment très très chouettes. Très très cool. Donc ça, c'est le guide des compagnons.
qui est également compris dans le cadeau d'Hachem et qui est un indispensable pour la campagne pour moi. Si on a fait le jeu, c'est incroyable parce qu'on retrouve nos compagnons avec leurs petites quêtes personnelles, etc. Et ça, c'est très très cool. Si on n'a pas fait la campagne, bah du coup, ça nous fait des PNJ extrêmement forts à intégrer à la campagne. C'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Et on termine hop là, par quelque chose que vous n'utiliserez pas beaucoup normalement. C'est le bestiaire de la 5e édition. Qui est... alors celui-là, pour vous le dire, je ne l'ai même pas ouvert, tellement je ne m'en sers pas. Mais en gros, c'est pour adapter Kingmaker à la 5e édition. C'est un bestiaire, donc 5e édition, donc toutes les créatures de la campagne, on va les retrouver en mode 5e édition. Et non pas Pathfinder, pour pouvoir jouer en version Donjons et Dragons. On a également le codex des PNJ pour l'adaptation 5e édition des PNJ. Sinon, ça ne marche pas. Et on a Danger et pièges à éviter. Alors ça pour le coup, je ne sais pas ce que c'est, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore lu, ce bouquin. Mais, ah bah si, c'est pour adapter les dégâts et les délais de sauvegarde des différents pièges, etc. Ça paraît un petit peu logique. Et ensuite, les compagnons adaptés à la 5e édition. Donc ceux qu'on a vus tout à l'heure, Jubilost, Lindsay, etc. etc. Encore une fois, hein, ce moine qui dévie cette flèche grâce au don, ça marche très très bien. Voilà, ça c'est la campagne Kingmaker, et c'est ce que vous offre Zachem, ce sont ces 4 ouvrages, auxquels moi je rajoute, si jamais vous défoncez la barre de pouce bleu, je rajoute le livre de MJ et le livre du joueur, voilà. Alors voilà pour un rapide survol de ce qu'est Kingmaker, hein. Alors on n'est pas rentré dans le détail, le but c'est pas de spoiler, c'est toujours compliqué de présenter une campagne, mais c'est une campagne qui va vous faire partir de très très bas et qui va vous faire monter très très haut et qui va vous faire affronter des choses très très fortes. Comme beaucoup de campagnes de Pathfinder, ça va, les enjeux sont forcément énormes. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas que si vous voulez participer au concours pour gagner Kingmaker, c'est simple, c'est vous abonner à la chaîne et vous tapez en commentaire « Merci Papa Zachem », ça vous donne une chance au tirage au sort qui aura lieu le 7 janvier, en live directement pendant notre émission sur YouTube et sur Twitch. Et si vous voulez que je rajoute à ce cadeau les 2 livres, le livre du MJ et le livre du joueur, il vous suffit tout simplement de défoncer la barre de pouce bleu, hein, de dire à tous vos copains de voter en pouce bleu sur cette vidéo afin qu'elle arrive à 100 au moment où on fera le tirage au sort. Si elle arrive à 100 au moment où le tirage au sort, alors si elle a 200 ça marche aussi hein, évidemment, mais si elle arrive à 100 au moment où le tirage au sort, je rajouterai dans le colis les 2 bouquins en plus, histoire que celui qui gagne, il est vraiment le gros cadeau. Et là, on va être très clair, hein, il y en a pour 400 balles, truc comme ça. Hein. Donc vraiment, c'est un gros cadeau parce que ça nous fait énormément plaisir de vous l'offrir. On est plus de 1000 sur la chaîne maintenant, merci beaucoup. Je vous souhaite des excellentes fêtes de fin d'année. Quoi que vous fêtiez de quelque manière avec qui que ce soit, passez un très très bon moment. Et nous, on se retrouve au mois de janvier. Ciao à tous!